Chapitre 5. La foire commence. Nous étions donc là, sur la place de Timpleback, encore trop stupéfaits pour songer à réagir. Thomas retira l'affiche de sa poche, la déplia pour la lire une seconde fois, puis il me la tendit en me montrant une inscription tracée au crayon dans le coin gauche. Je lus « Bon débarras, Oscar ». Furieusement, je déchirai l'affiche et en jetai les morceaux au vent. Ils volèrent joyeusement par-dessus la tête des nombreux enfants qui continuent à nous regarder sans mot dire. Finalement, Robert Lapointe, le maigre fils du gros avoué, prit la parole. « Heureux les pauvres d'esprit !» déclara-t-il en haussant les épaules. « Moi, je n'en crois pas un seul mot. Mon père a une audience ce matin même. » Un peu rassurés, les enfants se mirent à bavarder entre eux, chacun donnant son opinion. « Moi, je n'y crois pas non plus, » dit Paulette, une malicieuse gamine de 10 ans. « Ma mère avait justement décidé de faire la grande lessive. »« Oh, ils veulent seulement nous faire peur !» cria un autre enfant. Thomas agita les bras pour obtenir un peu de silence. « Jusqu'à présent, nous ne pouvons rien dire, » répliqua-t-il. « Nos parents ont bel et bien disparu. Il nous faut maintenant décider... » Je l'interrompis en le tirant par la manche. « Regarde un peu là-bas. » Et je lui montrai Oscar et ses 2 lieutenants. Le chef des pirates venait de monter sur le rebord de la fontaine. Il s'y campait, jambes écartées. Le regard de Thomas s'assombrit. « Ah ah !» murmura-t-il en serrant les poings. « La bagarre commence !» Au même instant, Willy se mit à souffler dans une trompette d'enfant, tandis que Jean faisait claquer un pistolet à amorce. « Pirates, rassemblement !» hurla Oscar. Avec des cris d'enthousiasme, près de la moitié des enfants se précipitèrent vers le chef des pirates. « Nos parents au filet ?» reprit Oscar. « Bravo, bravo, bon débarras. Ils se figurent peut-être qu'ils vont nous faire peur. Regardez, je tremble de tout mon corps. Mais c'est le plaisir. Avez-vous lu cette stupide affiche? C'est à se tordre, pas vrai? Eh bien, je vous affirme, moi, que c'est la vérité. Les parents ne mentent jamais, on le sait bien. C'est très mal de mentir, ils nous le répètent toujours. » Je dus reconnaître qu'Oscar était un fameux orateur. Mais en même temps, je compris qu'il méditait quelques mauvais coups. « Ils sont partis pour toujours, » poursuivit-il avec un grand rire. « Nous ne sommes bien obligés de les croire sur parole, puisqu'ils ne mentent jamais. Donc, la vie nous appartient, pas vrai? Plus personne pour nous empoisonner, c'est la belle vie. Nous pouvons faire maintenant tout ce que nous voulons. »« Oh, ferme ton bec !» hurla Thomas. Quelques enfants se retournèrent vers nous, mais Oscar se contenta de rire avec mépris. « Oh, n'écoutez pas ces 2 imbéciles !» glapit-il. « S'ils nous conseillent d'être bien sages, c'est qu'ils veulent tout garder pour eux. Allons, approchez, messieurs et dames. Le spectacle va commencer. Vous verrez qu'Oscar fait bien les choses. Donne-moi ce sac, Willy. » Willy lui apporta le sac qu'il avait déposé auprès de la fontaine. Oscar y plongea les mains et jeta devant lui tablettes de chocolat et paquets de bonbons. Quel cri d'allégresse! Les enfants se précipitèrent sur toutes ces friandises. Ceux qui étaient restés de notre côté ne purent résister et s'empressèrent de changer de camp. Bientôt, nous fûmes seuls, Thomas, Henri et moi. Là-bas, Oscar poursuivait la distribution. « Approchez, messieurs et mesdames !» rugissait-il. « Aujourd'hui, tout est pour rien. Approchez, tout vous appartient. »« Voleur !» gronda Thomas. Mais nous étions réduits à l'impuissance. Les enfants étaient trop occupés à se remplir la bouche et les poches pour songer encore à nous. D'ailleurs, Oscar savait exploiter sa victoire et ne laissait pas à l'enthousiasme le temps de refroidir. « Ce n'était qu'un échantillon, » reprenait-il. « Maintenant, nous allons chercher autre chose. Voulez-vous des poupées, des soldats de plomb, des ballons, des trains, des fusilières comprimées, des bicyclettes? Suivez-moi !»« Voleur !» cria Thomas hors de lui. « Ne le suivez pas !» Il voulut s'élancer vers Oscar, mais avec l'aide d'Henri, je parvins à le retenir. Le chef des pirates s'était retourné. Il brandit le poing dans notre direction. « Flanquons une bonne raclée à ces froussards !» ordonna-t-il. Tout aussitôt, les enfants adoptèrent une attitude menaçante. On nous insulta, quelques pierres sifflèrent à nos oreilles. Henri avait pâli, mais je vis à ses yeux étincelants qu'il n'avait pas peur. Thomas, lui, était rouge de colère. En hâte, je cherchais une arme du regard, mais le perron de l'hôtel de ville était nu comme la main. Déjà quelques enfants se ruaient vers nous. « Je crois qu'il vaudrait mieux abandonner le terrain, » dis-je tranquillement, bien que mon cœur battît à se rompre. Trop tard.
Nous étions pris au piège. Les assaillants s'élancèrent déjà sur les marches. Thomas bouscula le premier d'entre eux, puis il se retourna d'un bond et tourna la poignée de la grande porte. Miracle, elle s'ouvrit. Nous parvînmes à nous glisser à l'intérieur, non sans avoir reçu quelques coups, et nous repoussâmes à grande peine le lourd battant. La clé était dans la serrure. Thomas la tourna en hâte, sauvé. Nous reprîmes péniblement notre souffle dans le grand couloir obscur, tandis que nos agresseurs essayaient en vain d'enfoncer le lourd portail. Puis, soudain, ce fut le silence. Je m'approchai d'une étroite fenêtre garnie de petites vitres multicolores, et je vis les enfants s'éloigner derrière Oscar, qui brandissait le sac vide comme un étendard. Ils s'engagèrent dans la grande rue, où se trouvent la plupart des magasins de la ville. « Ah, Dieu soit loué, ils nous ont oubliés !» murmura Henri auprès de moi. « Oui, dis-je, nous avons eu de la chance, mais ça a failli mal tourner. » Thomas eut un rire un peu contraint. « Si la porte n'avait pas été ouverte, je crois que nous aurions pu numéroter nos abattis, » fit-il remarquer. Nous entendîmes un lointain hurlement de triomphe. « Ça y est, dis-je, ils doivent commencer à piller les boutiques. » « Oh, Oscar le Rouge leur a tourné la tête, » gronda Thomas. « Mais ce n'était vraiment pas très malin, de la part des parents, d'avoir monté toute cette comédie. » « Une comédie? Tu ne crois donc pas ce que dit l'affiche ?» Nous étions assis sur un banc dans le hall pour nous remettre de nos émotions. « Oh, je n'en crois pas un mot, » répondit Thomas, en haussant les épaules. « C'est simplement du bluff. » « Et si nos parents ne revenaient pas? »« Oh, je te prie de pas dire de bêtises, » grommela Thomas. « Je suis persuadé que nos parents ont pris le train pour Collersheim, ou qu'ils sont allés faire un tour dans la forêt de Reckling. Ils reviendront ce soir en s'imaginant que nous ramperons devant eux pour implorer leur pardon. Mais pour que la leçon porte ses fruits, ils ont voulu nous faire croire qu'ils ne reviendraient jamais. C'est pour cette raison qu'ils ont laissé l'affiche, sinon à quoi bon? Pourtant, il y a un petit détail qui n'était pas prévu au programme. Les enfants vont ravager toute la ville. Enfin, ensuite, il leur sera facile de se justifier en prétendant qu'ils ont cru la proclamation. Les parents ne mentent jamais, comme l'a dit Oscar. Alors leur ruse de guerre, nos chers parents sont tombés dans leur propre piège. Avec leur ruse de guerre, nos chers parents sont tombés dans leur propre piège. Et s'ils avaient dit la vérité, demanda timidement Henri. Tu dirais, voyons, réfléchis un peu, ils ont laissé ici toutes leurs affaires. Ton raisonnement tient bon, dis-je avec une lenteur étudiée. Mais quelle tête ferais-tu si t'apprenais que le service des eaux ne fonctionne plus? Thomas, Thomas sauta sur ses pieds. Il n'y a plus d'eau? Pas une goutte, répondis-je avec un doux sourire. Thomas resta quelques instants silencieux, puis il traversa le hall pour aller tourner un commutateur. Pas de lumière. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, cita-t-il simplement. Quoi? Fit Henri en sursautant. Il n'y a pas de courant? Est-il coupé que dans l'hôtel de ville? Suggérai-je. Allons vérifier ça. Nous descendîmes à la cave pour chercher l'interrupteur principal. Il faisait très frais sous les vieilles voûtes et l'on n'y voyait pas à 10 centimètres. Par chance, j'avais sur moi ma lampe de poche, ce qui nous permit de découvrir le coffret des interrupteurs. J'enclenchai celui qui avait marqué cave, tandis que Thomas allait tourner un commutateur. Pas de courant. Pour plus de certitude, je vérifiai les fusibles. Ils étaient intacts. L'usine électrique est arrêtée, constatai-je. Ah, comme c'est malin, soupira Thomas. Ce soir, toute la ville sera dans l'obscurité. Alors, es-tu toujours persuadé qu'ils vont revenir? Lui demandai-je en braquant le faisceau de ma lampe sur son visage. Thomas plissa les yeux, puis soudain il se frappa le front. Que nous sommes bêtes, s'écria-t-il.
Cela fait évidemment partie de leur mise en scène. Ils veulent démontrer qu'ils sont indispensables et que nous ne pouvons rien faire sans eux. Mais je parie que demain matin, tout fonctionnera de nouveau. En attendant, il importe de leur prouver que nous ne sommes pas des petits bébés qui se mettent à crier maman dès que leurs parents s'éloignent. Veillons d'abord que la ville ne soit pas mise sans dessus-dessous. Ça commence plutôt bien. Thomas ne releva pas mon ironie. Nous discuterons des moyens à employer, dit-il simplement. Pour l'instant, voir, allons voir ce que sont en train de faire ces idiots. Nous remontâmes dans le hall. Henri s'apprêtait à ouvrir la porte lorsque Thomas l'en empêcha. Attention, ils ont peut-être placé les sentinelles, passons plutôt par derrière. Nous trouvâmes une sortie dérobée sur l'arrière de l'hôtel de ville. Thomas tira le verrou, mit le nez dehors, et lorsqu'il eut constaté que la voie était libre, nous nous engageâmes dans la rue déserte. De très loin venait la rumeur confuse des enfants. Ils doivent être encore dans la grande rue, dis-je. Mettons-nous au sommet de la tour de garde, proposa Henri. De là-haut, nous pourrons les observer. La tour de garde s'élève au-dessus de la vieille porte de la ville à l'extrémité de la rue des Moines, et l'on accède à son sommet par un petit escalier en colimaçon. De ce poste d'observation, on domine le marché aux chèvres et la plupart des rues avoisinantes. Attendez une seconde, dis-je. Je vais chercher ma longue vue. Je filai vers ma maison et y pénétrai par la porte de derrière, et quelques instants plus tard, j'étais de retour avec ma lorgnette. À toute allure, nous descendîmes alors la rue des Moines, mais peu avant d'arriver à la tour, nous aperçûmes Marianne, qui sortait de chez elle.